Le premier que je voulais faire aujourd'hui, je voulais vous parler d'une exposition extrêmement importante qui a eu lieu du 1er novembre au 14 décembre 1969 au Museum of Contemporary Art de Chicago et qui a été curatée par un monsieur qui s'appelle Jan van der Mark. Cette exposition est remarquable à plus d'un égard et je voudrais qu'on arrive à en parler. Cette exposition portait le titre de Art by Telephone. Donc l'art par le téléphone, et elle a été une des expositions conceptuelles les plus importantes. Ce que vous voyez à l'instant, c'est une des images de l'exposition. C'est une vue d'ensemble au MCA Chicago en 69, qui est le recto du catalogue dont on parlera tout à l'heure de l'exposition. Jan van der Mark est un curateur qui est né en 1929 et qui est mort en 2010. Ça a été un curateur assez important. Il a été curateur de façon assez courte au MCA Chicago pour des raisons assez compliquées. Si j'ai le temps, j'irai en parler, mais sinon, voilà. Mais en fait, cette exposition a été très compliquée et il n'a pas survécu après à l'exposition. Il a été démis de ses fonctions juste après pour des questions très problématiques d'une œuvre conceptuelle à l'intérieur. Donc si j'ai le temps, je vous en reparlerai ultérieurement. Cette exposition, elle fait acte et elle répond en fait à un travail que Jan van der Mark venait de faire juste avant. Jan van der Mark était un grand spécialiste, il a été formé en Hollande. C'est un grand spécialiste de l'artiste Laszlo Molinaj. Et précisément, c'est un grand spécialiste de ça, de cette pièce qui date de 1922, qu'on appelle de manière générique les telephone paintings, mais qui, dans le titre que portait, qui a été donné par Laszlo Molinaj en 1922, portait le titre de Construction in NML. Et donc, est une peinture, c'est la même peinture qui est réalisée par un peintre en publicité, peintre en émail pour publicité. Et c'est la même peinture qui est réalisée à 3 formats différents. Et Laszlo Molinaj avait téléphoné à cet artisan en lui donnant les codes précises de toutes les indications d'emplacement, etc. et les couleurs pour réaliser cette peinture. Et cette peinture a été réalisée en 3 fragments différents, enfin en trois formats différents et qui a constitué donc une exposition. Donc, cette pièce est historique, hein, une pièce extrêmement importante. Et Jan van der Mark avait curaté au musée de Chicago de mai à juillet 69 une immense une exposition rétrospective du travail de Laszlo Molinaj dans ce musée. Et immédiatement après a été produite cette exposition qui s'appelait Art by Telephone. Alors, cette exposition, plusieurs trucs. Cette exposition aurait dû avoir lieu en 68, donc avant l'exposition de Laszlo Molinaj, mais pour des raisons très compliquées de délai et de production des pièces, cette exposition n'a pas eu lieu en 68, mais elle aura eu lieu en 69. Cette exposition a donc eu lieu du 1er novembre au 14 décembre. C'est donc une exposition qui a été extrêmement courte, qui a été, voilà, pour plein de raisons, c'est une exposition qui a coûté très cher, c'est une exposition qui a créé beaucoup de problématiques à l'époque, et pour certaines raisons, en fait, le board du musée a donné cours à cette exposition, et cette exposition n'a duré qu'1 mois et demi. Qu'est-ce que c'est que cette exposition? Cette exposition, c'est donc une exposition qui a invité 37 artistes, et les 37 artistes ont tous produit leur œuvre en énonçant par téléphone leur protocole. C'est-à-dire qu'aucun protocole n'a été déterminé autrement que depuis un appel téléphonique. Et que cette exposition, elle répond à une des interrogations fortes et fondamentales de Laszlo Molinaj, n'importe quoi, de Jan van der Mark, son curateur. Elle répond à ce qu'il nomme lui-même, alors c'est dans le texte liminaire de l'exposition, et il le nomme sous cette forme, elle répond à ce qu'il nomme l'usage croissant de la conceptualisation en art. Et donc, elle va essayer de tenter de répondre à cette question en travaillant sur l'énoncé par téléphone et le protocole par téléphone. Donc là, vous avez une vue de l'exposition. Si j'ai quelques minutes, j'essaierai de vous montrer d'autres vues d'exposition pour que vous puissiez voir. Donc ça, c'est l'œuvre de Laszlo Molinaj. Et ça, c'est la liste de 37 artistes qui ont participé à cette exposition. Tous les artistes les plus importants de l'art conceptuel, il en manque quelques-uns. Il manquait Robert Barry. Il manquait John Cage parce que John Cage a répondu non. Il manquait Marcel Duchamp parce que Marcel Duchamp lui aussi a répondu non dans une lettre assez belle de 68, quelques mois avant sa mort, où Marcel Duchamp à Cadaqués répond
à Jan van der Mark en lui disant que l'idée est brillante et qu'il aurait adoré participer à cette exposition, mais que depuis 25, il préfère ne plus rien faire. Et donc il explique que c'est pas possible de faire une œuvre puisqu'il a décidé que son travail d'artiste c'était de ne rien faire. Voilà, donc ça c'est la liste de tous les artistes qui composent l'exposition. Donc le musée a reçu 37 protocoles par téléphone et le musée a donc réalisé les pièces. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les pièces n'ont à aucun moment été réalisées par les artistes. Les pièces ont été réalisées depuis le protocole par le personnel de l'exposition. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est une exposition qui est donc réalisée par un musée sans que les artistes ne soient intervenus. Alors, pour la petite anecdote, même si on ne devrait pas exactement le dire, mais pour avoir travaillé pendant des années sur cette exposition et pour avoir fouillé les archives du MC à Chicago, on s'est aperçu évidemment que les artistes ont beaucoup intervenu, ont beaucoup posé de questions, ont beaucoup demandé de modifications. Mais sur le principe structurel, normalement, les artistes n'avaient pas à intervenir. Ça, vous avez donc l'intérieur du catalogue. Le catalogue est un objet absolument incroyable. C'est un vinyle qui a été pressé donc en 68. Sur le vinyle, vous avez l'enregistrement des 37 énoncés par téléphone des artistes. Et à l'intérieur du vinyle, vous avez les 37 biographies des artistes qui sont présents. Et là, je vous ai mis cette petite chose, que je trouve ça extrêmement beau. À l'intérieur du catalogue, donc précisément à cet endroit-ci, c'est écrit cette chose, this is the catalogue. Et donc vous avez un vinyle extrêmement beau, qui est un vinyle qui reprend l'ensemble des protocoles. Si j'ai 2 minutes, j'essaierai de vous présenter quelques œuvres qui ont été faites pendant cette exposition. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc cette exposition a été de courte durée, elle n'a duré qu'1 mois et demi, elle s'est achevée le 14 décembre 69, et après elle est tombée dans une sorte de silence et de très grand oubli, pour plein de raisons, parce que l'exposition a été compliquée, et puis parce qu'il y a d'autres expositions qui ont volé la vedette, dont on reparlera ultérieurement. Il y a eu donc la publication de ce catalogue, qui existe toujours. Hein, il y en a un certain nombre d'exemplaires qui circulent. Pas mal de musées l'ont en collection et donc le font écouter à certains endroits. Quelques musées se trompent à certains autres endroits puisqu'ils ne font que l'exposer mais ne le donnent pas à l'écoute, puisque ce catalogue devrait être fondamentalement écouté puisque c'est ça qui importe plutôt que d'être vu. Comme vous l'avez par exemple récemment, il y a une exposition à Strasbourg qui présente les protocoles des artistes conceptuels, sauf que le vinyle est présenté ouvert sous un bloc en plexi, mais vous n'avez pas accès au contenu, vous n'avez pas accès aux 37 énoncés. Et enfin, cette exposition elle est rentrée dans un très long silence pendant un certain nombre d'années. Et puis, avec un de mes collègues qui s'appelle Sébastien Pluot, à partir des années 2010, on a retravaillé sur ce truc. Ça a été un projet de recherche mené dans des écoles, dont le NSP, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, les étudiants et les étudiantes ont travaillé aussi sur cette question-là. Et l'exposition ensuite a circulé, donc on l'a rejouée, cette exposition. On a fait ce qu'on appelle Art by Telephone Recalled, et donc on a rejoué cette exposition, puisque ce sont des protocoles donc, qui sont ouverts en reenactment, donc on l'a refait. Et on l'a fait sous 2 types. On l'a fait d'abord en 2012. En 2012, on a rejeté l'exposition 5 fois, dans 5 endroits différents dans le monde, mais avec un vernissage strictement à la même heure. Et donc vous aviez le SFAI à San Francisco, la Emily Ardey Foundation à New York, le CNAI à Paris, l'école des Beaux-Arts à Angers et le CAPC à Bordeaux. Et les 5 expositions ont eu lieu strictement en même temps, et qui montrait évidemment l'idée qu'une même exposition pouvait avoir lieu dans 5 endroits, mais à chaque fois dans les 5 endroits, les institutions et les étudiantes et étudiants qui ont travaillé ont produit des activations qui ont été évidemment complètement différentes. Donc vous avez différentes choses qui peuvent exister à partir de ça. Et la deuxième chose qui a été faite, c'est à partir de 2014, nous avons été invités à la Panacée à Montpellier. En 2014, on a rejoué l'exposition, mais cette fois-ci d'une manière différente, c'est-à-dire qu'on a fait 5 expositions d'affilée. C'est-à-dire que pendant 5 mois, l'exposition a été détruite et refaite tous les mois, avec les mêmes pièces, mais qui étaient réactivées par des personnes différentes. Et donc vraiment pour insister sur cette question centrale du travail de la réactivation. Je vais en profiter pour peut-être vous montrer quelques images. Évidemment, c'est pas ça qu'il faut voir. Voilà. Donc ça, c'était en partie le site avec quelques artistes. Donc je vous montre quelques éléments pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, si je prends Denis Oppenheim, la pièce de Denis Oppenheim était une pièce assez étonnante, puisque Denis Oppenheim, donc sur ce site, vous avez accès à l'ensemble de tous les protocoles des artistes. Denis Oppenheim demandait à ce que le curateur et le personnel des musées fassent 5 tas
du poids de son corps fait avec 5 matériaux de construction du bâtiment. Et que lui envoyait toutes les semaines un état de son poids et que le curateur et le musée devaient retirer ou enlever pour rétablir le poids en fonction du poids de Denis Oppenheim à chaque semaine. Et donc là, vous avez 3 formes de... L'image que vous avez vue tout à l'heure là, vous avez la pièce de Denis Oppenheim donc, qui a été faite en 1969. Et là, vous avez 3 pièces qui ont été faites. Celle-ci avait été faite, donc, comme vous voyez, à Talm, à Angers. Celle-ci a été faite à la Emile Harvey Foundation à New York. Et celle-ci a été faite à San Francisco. Et donc, à chaque fois, les matériaux sont différents, puisque les matériaux touchent d'autres objets. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Je peux vous montrer une autre pièce assez exceptionnelle. Alors, Hansaque, là, vous n'avez rien, puisque la pièce d'Hansaque à l'époque, donc vous pouvez écouter sur le site, la pièce de Hansaque consistait en un protocole qui demandait à ce que le curateur et le musée veillent à faire en sorte que une des salles du musée soit en permanence à 1 degré de moins que le reste du musée. 1 ou 2 degrés de moins de reste du musée. Donc c'était tout un travail, c'était le moment où il travaillait sur les condensation cubes, sur les high sticks, etc. Donc c'était tout un travail sur l'espace muséographique. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Je peux vous montrer cette pièce de Jan Dibetz, extrêmement intéressante. Donc ça, c'est une des activations à Chatou. Cette pièce avait été activée en 69. Jan Dibetz demandait à ce que le protocole, c'était à ce que quelqu'un ou quelqu'une du musée regarde sur une carte à proximité du musée et repère la ligne droite, la route la plus droite, et que prennent cette route la plus droite et construisent un dispositif dans la voiture qui permette de fabriquer, de déclencher une photo tous les demi-miles. Et donc, ce que vous avez ici, c'est la carte avec les photos qui sont faites. Donc, évidemment, l'œuvre ne tient que dans sa formule protocolaire. Et donc, vous le faites, vous le réactivez à chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut avoir lieu. Et j'aimerais vous en montrer une dernière, parce que c'est la plus... James Lee Byers avait fait une pièce qui était assez hallucinante, qui était une performance. Et je n'ai pas l'image de James Lee Byers, mais j'essaierai de la retrouver. Mais c'était une performance où il était dans dans un grand déguisement en soie rouge. Et c'était une performance très compliquée et assez fascinante, mais j'ai pas les images. Et je voulais juste vous parler de celle-ci, Mel Bochner. La pièce de Mel Bochner. Alors cette pièce, elle est, je vais prendre 3 minutes pour vous l'expliquer. C'est cette pièce que vous voyez ici. Donc François, ça dit pas grand-chose parce que c'est pas, c'est celle qui a eu lieu à la Emily Harvey Foundation à New York, mais elle pouvait avoir lieu partout ailleurs. La pièce de Mel Bochner n'a pas réussi à avoir lieu en 69 parce que ça a été trop compliqué. La pièce s'appelle Transduction, qui est une pièce qui est assez étonnante, puisque Mel Bochner a demandé à un critique américain, un critique de New York, d'écrire un texte sur son travail en anglais. Mel Bochner a téléphoné ce texte à un critique français en anglais, critique français qui l'a noté, qui l'a traduit, qui l'a téléphoné à un Italien, qui l'a téléphoné à un Suédois, à un Allemand, qui l'a téléphoné à un Suédois et qui l'a téléphoné à un Anglais. Et donc à la fin, vous vous retrouvez avec 2 textes en langue anglaise qui n'ont évidemment strictement rien à voir. Et en 69, cette pièce n'a jamais réussi à avoir lieu, puisque là, il y a eu un des opérateurs, l'opérateur allemand, qui s'est déclaré en vacances et qui n'a jamais fini par produire le texte. C'est nous qui avons réussi à produire cette pièce en 2012, puisqu'on a réussi à réaliser cette pièce. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cet objet et qu'est-ce qu'on peut en faire de cet objet? Plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il faut considérer que cette exposition exemplaire de Jan van der Mark est une des rares expositions qui produit un jalon entre les avant-gardes et entre la modernité conceptuelle, et particulièrement 2 avant-gardes, celle de Duchamp et du ready-made et celle de Laszlo Molinaj et des telephone painting. Et donc c'est une première chose qui est importante. Les autres expositions ont très peu fait ce rapport, ce jalon entre les avant-gardes et l'espace conceptuel. On est en 1969, c'est-à-dire qu'on est au milieu le plus foisonnant de l'activité conceptuelle, particulièrement aux États-Unis. Et vous avez d'ailleurs dans la liste que je vous ai montrée, vous avez la plupart de tous les grands artistes conceptuels de l'époque. La deuxième chose qu'il faut arriver à penser, c'est que cette exposition fait partie d'une série de 5 expositions emblématiques qui ont totalement marqué la période conceptuelle et qui vont totalement marquer l'art de cette période. La première, qui est évidemment curatée par Jan van der Mark. Je ferai peut-être un filiconi sur cette exposition parce qu'elle est absolument incroyable. Curatée par Jan van der Mark quand il arrive au musée, et elle date de 1967.
et elle s'appelle Picture to be read, Poetry to be seen, et qui est un travail sur la relation entre art et langage, langage et art. C'est une des premières grandes expositions faites sur ces questions-là, sur ces questions non pas de traductibilité, mais d'interdépendance entre ces objets, les objets à voir et les objets à lire, et les objets à regarder. Et donc il y a une exposition qui a été une exposition extrêmement importante, en 1967. 1969, Jan van der Mark fait Art by Telephone. 1969, vous avez une autre exposition qui sera historique et qui prendra acte de tout ça, qui est une exposition qui est faite à Berne, qui est curatée par Harald Zeeman et qui s'appelle Quand les attitudes deviennent formes. Je ferai un Filiconi spécialement pour ça, qui est sans doute une des expositions les plus historiques sur l'expérience de l'art conceptuel et de ce que ça a formalisé pour l'histoire contemporaine. Toujours en 1969, à Düsseldorf, vous avez eu Prospect 69, qui elle aussi est extrêmement importante. Et puis 1960, une exposition qui a été une exposition de crise, puisqu'elle a été très compliquée à la fois à gérer et à interpréter. C'est l'exposition qui est curatée par Kinaxton McShine à New York et qui s'appelle Information. Et Information est un grand travail sur l'art conceptuel. L'exposition est compliquée, l'exposition est très problématique à plein d'endroits. Un jour, peut-être que j'essaierai d'en reparler, mais en tout cas, voilà, c'est les 5 grandes expositions qui marquent un territoire de cette période-là, et l'exposition de Jan van der Mark se situe très exactement à cet endroit. Troisième question pour arriver à lire cet objet, il faut impérativement le penser, ça a été le grand travail de recherche de Jan van der Mark sur les théorisations de Laszlo Molinaj. Laszlo Molinaj prétendait et avait l'hypothèse suivante qui était que, nous sommes en 1922, il ne faut surtout pas l'oublier, que la délégation à la technique n'enlevait pas l'expérience émotionnelle. Et les telephone paintings sont profondément cette thèse que Laszlo Molinaj voulait faire, c'est-à-dire d'être capable de montrer qu'une peinture réalisée par un artisan qui n'est pas un artiste et par des moyens techniques qui ne sont pas ceux de la main de l'artiste, pouvait produire une forme d'émotion et pouvait être reçue comme une œuvre d'art. Donc ça, c'est tout le travail qui avait été fait autour de ça et que Jan van der Mark sur lequel il a beaucoup insisté, sur la réalisation de cette exposition, puisque aucune des pièces qui étaient visibles dans cette exposition n'ont été produites par une main d'artiste. Elles ont toutes été produites par un schéma de délégation et ont toutes été produites par d'autres opérateurs. Et ça n'enlève rien à la possibilité de recevoir une œuvre et de possibilité de recevoir une forme d'émotion sur une œuvre. Et ça, c'était important puisque ça a été un des jalons quand même très forts pour déconstruire cette question dans la modernité. L'autre chose qui est extrêmement importante, c'est que cette exposition va marquer là aussi un jalon extrêmement fort qui nous permettent de repenser les relations entre l'expérience et l'œuvre conceptuelle. C'est-à-dire que là aussi, Jan van der Mark répond à ça dans le catalogue de l'introduction, dans l'introduction du catalogue, insistant sur le fait que l'art conceptuel est fondateur parce que l'art conceptuel est une relation à l'expérience. Ce n'est pas une relation au concept comme on pourrait le croire, c'est une relation à l'expérience. Et le fait de dématérialiser la signature, de dématérialiser l'objet et de le faire passer au second plan permet de penser que l'expérience est fondatrice dans l'œuvre. Et cette expérience, elle est manipulable, elle est modifiable, elle est interchangeable à l'infini, et c'est ça qui va constituer une grande partie de l'enjeu de cette exposition. Et puis, dernier concept et le plus important, c'est celui sur lequel on a le plus travaillé et sur lequel je vais le plus insister, c'est évidemment que cette exposition est absolument centrale parce que c'est une exposition qui a posé, à partir de 69, un jalon central sur un des concepts les plus importants du monde contemporain et plus importants de la modernité, qui est la question de la délégation. Jusqu'à présent, on en a souvent parlé, jusqu'à présent, la question de la main de l'artiste est fondatrice parce que la main de l'artiste, c'est elle seule qui est capable de produire et qu'elle produit un rapport à l'unicité. Or, ce que prétend ici Jan van der Mark et ce que prétendent les artistes de l'art conceptuel, c'est justement précisément l'inverse. C'est que la main de l'artiste n'est pas nécessaire, puisque c'est d'autres qui ont fait, la délégation est suffisante pour produire un objet, et que je peux éprouver une émotion devant un objet qui a été produit par quelqu'un d'autre et qui n'a pas été produit par la main absolue de l'artiste, et que la deuxième chose, c'est que le rapport, l'expérience que je vais avoir au concept, j'ai besoin de rien d'autre que de cette expérience par la délégation. Et que cette délégation, elle est centrale pour ça, parce qu'elle va me permettre de déconstruire toute cette relation à l'autonomie et à la question de la dimension oratique de l'œuvre. Alors pour ça, cette question de la délégation, je vais vous la proposer à partir de 5 objets. La première chose, c'est qu'il faut comprendre que Jan van der Mark et tous les artistes de cette génération
ont tous présupposé la déconstruction du concept d'artiste. Pour tous ces artistes, je rappelle qu'en 68, il y a eu la conférence de Foucault qui a eu une importance extrêmement importante. Sur tous ces artistes considèrent et continuent de considérer que l'artiste est une fonction. Donc, je n'ai pas besoin de la main, je n'ai pas besoin de la signature. C'est une fonction et c'est cette fonction qui va permettre de déterminer un objet. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que tous ces artistes de cette période, et Jan van der Mark en premier, vont insister sur le fait de la déconstruction du statut d'œuvre et de la déconstruction du statut d'unicité. Toutes les œuvres que vous voyez dans cette exposition sont produites par d'autres. Toutes ces œuvres n'ont aucun caractère d'unicité, on peut les reproduire. C'est ce que nous avons fait, ce que nous avons produit, c'est-à-dire que la pièce d'Oppenheim, on peut la reproduire. S'il le fallait, on pourrait la reproduire ici sans aucun problème. C'est un protocole. Celle de Mel Bochner, c'est pareil. Celle de Sol Lewitt, c'est pareil. Ce sont des protocoles. Ces protocoles, ils sont ouverts à la possibilité d'un reenactment. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de statut d'unicité et ça veut dire qu'il n'y a pas de statut d'autorité de l'œuvre. Ce qui fait autorité, c'est exclusivement le catalogue. S'il fallait même aller beaucoup plus loin, il faudrait considérer que le seul espace où il y a l'œuvre, c'est l'espace du catalogue quand vous écoutez les protocoles. Ce que vous voyez dans le musée sont une activation à un moment donné de l'expérience de ce protocole, mais cette activation peut être enlevée, peut être remplacée par une autre. Voilà. Et ça, on l'a tenté, on l'a expérimenté, et c'est extrêmement intéressant de le comprendre évidemment sous cette forme. Le troisième concept qui est extrêmement important, c'est de considérer pour Jan van der Mark comme pour les artistes que l'intention est toujours première par rapport à l'objet. C'est l'intention qui compte. Et c'est l'intention dans le protocole plutôt que l'objet. L'objet n'a pas de fonction première. Ce qui est premier, c'est-à-dire l'objet peut être interchangeable. Je peux bonifier l'objet, je peux le transformer, je peux le déplacer. Ce n'est pas l'objet qui est premier. Ce qui est premier, c'est l'intention. Quatrième concept extrêmement important, c'est que pour la première fois dans l'histoire, une des premières fois dans l'histoire de l'art, a été prise en compte la question des opérateurs et des opératrices. Qui fait? Et donc, à partir de ça, il y a un fondamental partage des opérations. C'est-à-dire qu'il y a une fondamentale coactorialité entre l'artiste qui énonce, les opérateurs du musée qui produisent et qui réalisent, c'est-à-dire qui interprètent, qui produisent et qui réalisent, et la spectatrice et le spectateur qui coactualisent l'objet. Et à partir de ça, vous obtenez pour la modernité, ce qui a dépassé évidemment la conférence de Duchamp en 1957 à Dallas, qui produit l'axiome de la coactorialité pour la modernité, c'est-à-dire que la coactorialité se fait entre l'intentionnalité d'un artiste, la production et l'interprétation d'un espace ou d'une institution, et évidemment la lecture et de la coactorialité par le spectateur. Et c'est extrêmement important. Cinquième concept, qui est sans doute là aussi un des plus importants, qui est donc ouvert avec cette question de la délégation. Si je délègue la production d'une œuvre, je vais atteindre quelque chose qui va être nouveau pour l'histoire de l'art, qui est la question de la variabilité. C'est-à-dire que l'œuvre est infiniment variable. D'un espace à un autre, d'une activation à une autre, d'un opérateur ou d'une opératrice à une autre, l'œuvre sera variable. D'une lecture à une œuvre, elle sera variable. Et que c'est cette variabilité qui est fondamentale. C'est-à-dire qu'à partir de ça, on entre dans une nouvelle histoire de l'art qui prend en compte la question d'une intentionnalité, mais que cette intentionnalité n'a de puissance ou de compréhension qu'à partir du moment où elle est entendue comme une variabilité. Et c'est-à-dire, je vais pouvoir l'actualiser à un endroit, la modifier à d'autres, la réinterpréter à d'autres, etc. Et c'est ce que nous avons fait, par exemple, quand on l'avait fait en 2012, c'est-à-dire qu'on a produit 5 fois la même exposition à 5 endroits dans le monde. Il n'y avait aucune exposition qui se ressemblait. Aucune. Strictement aucune. Et quand nous l'avions fait à Montpellier, c'est exactement pareil. Tous les mois, nous changions l'exposition. C'était strictement les mêmes pièces qui étaient présentées. Et pour autant, tous les mois, l'exposition était complètement différente. Parce qu'à chaque fois, on accédait à une variabilité parce que les modes interprétatifs des objets, alors à des degrés près, hein, évidemment, quand vous actualisez la pièce de Denis Oppenheim, la variabilité est faible, puisque la variabilité, elle est faite que juste en fonction du poids de celui qui le fait, donc vous variez. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus fortes. Et donc, évidemment, tout ça, ça dépend de la puissance d'intentionnalité du protocole.
Et puis enfin, dernier point, c'est de considérer qu'à partir de ça, on entre évidemment dans un champ extrêmement important qui nous permet de réfléchir et de continuer de réfléchir à la question de l'adresse et à la question centrale de la coactorialité. C'est-à-dire que ce que nous livre l'art conceptuel et ce que nous livre cette expérience de art by téléphone, c'est une question de la coactorialité. C'est-à-dire que cette exposition n'a existé que parce qu'il y a une coactorialité, mais que cette exposition, elle pourra encore exister si ce soir, vous êtes en mesure d'écouter les protocoles des artistes. Sur le site que je vous ai montré, qui s'appelle Art by Telephone Recall, vous avez accès aux 37 protocoles. Il suffit de déclencher, il y a du son. Vous les écoutez, l'écoute du protocole, vous pouvez juste les écouter. Vous pouvez aussi, pour certains, les actualiser. Vous pouvez, pour certains, les faire. Vous pouvez, pour certains, vous engager à les produire. Il y a un Sol Lewitt que vous pouvez réaliser. C'est un des derniers Sol Lewitt qui est hors des protocoles des estates. Donc vous pouvez le faire. Il y en a d'autres que vous pouvez faire. Vous pouvez faire la pièce de Denis Oppenheim avec les structures de votre propre maison. C'est pas si compliqué, c'est chiant, mais c'est pas si compliqué. En tout cas, vous pouvez produire ces objets, vous pouvez refaire la pièce de Mel Bochner si vous voulez. Tout est ouvert à cette puissance de variabilité. Donc voilà, ça c'était le premier fil iconique que je voulais faire pour aujourd'hui, qui est extrêmement important. C'est une exposition qui est absolument historique. C'est une exposition dont le jalon pour la modernité est extrêmement fort parce que c'est une des premières expositions à penser depuis un objet technique, mais de ne pas penser l'objet technique comme une dimension essentielle, mais de penser l'objet technique comme la possibilité en fait d'une expérience de la délégation pour redéfinir l'expérience de l'œuvre d'art. Et à mon sens, je pense que c'est une des expositions les plus importantes des 60-70 dernières années, qui est une exposition qui est historiquement probablement une des plus importantes.